pour cette première conférence intervention qu'on a souhaité faire sur une thématique très importante qui concerne le bâti scolaire et la rénovation thermique notamment de ce bâti scolaire. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, on a deux personnes de choix, un binôme et un duo de choix que je remercie vraiment très sincèrement de nous avoir accordé ce temps. Monsieur le maire, monsieur l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, merci beaucoup. Et son acolyte du moment, Vincent Dutertre, architecte, qui a longtemps travaillé pour la ville du Havre en maîtrise d'ouvrage, qui a ensuite travaillé en maîtrise d'œuvre et qui aujourd'hui est directeur du CIE de Seine-Maritime, donc un architecte qui a travaillé dans une diversité de situations qui lui permettent d'appréhender aussi à la fois ce que souhaite la maîtrise d'ouvrage, mais aussi comment en tant qu'architecte on appréhende un projet. Aujourd'hui, on a 50 millions de mètres carrés en France qui sont occupés par ce bâti scolaire, par 49 000 écoles publiques. Comment est-ce qu'on organise en fait une bonne commande? Comment est-ce qu'on arrive à obtenir, quand on est élu et quand on est maître d'ouvrage dans une collectivité, tant confort d'hiver que confort d'été, avec souvent des questions sur le confort d'été qui est pas forcément celui qui est traité le premier, et notamment dans les aides de l'État aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est traité le premier, mais on en revient, et donc le confort d'été est extrêmement important. Pour bien comprendre ce qu'on va dire, il faut quand même vous dire un mot sur le sujet qu'on traite quand on est maire du Havre et qu'on parle des écoles et de la rénovation du bâti. On parle, vous l'avez dit, de 91 écoles. Ça représente un budget de 35 millions d'euros sur un mandat. L'entretien des écoles, ce qui est un vrai budget. Et c'est évidemment des contraintes d'usage en matière de travaux qui sont considérables. Pour répondre directement à votre question, comment est-ce qu'on fait pour intégrer toutes ces contraintes et pour faire une bonne commande publique? On fait quelque chose de très simple et de très compliqué. C'est très simple à dire et c'est très difficile à faire. On s'entoure de très bons collaborateurs. Et c'est là qu'arrive Vincent Dutertre, que j'ai recruté il y a bien longtemps comme directeur des bâtiments, qui est architecte, et qui avait été, avant de partir travailler un peu dans le privé, la cheville ouvrière du classement du Havre au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il avait une vision extrêmement précise de l'ambition architecturale qu'on peut avoir et de l'intérêt pour la ville du Havre d'être ambitieuse avec son patrimoine architectural. J'ai travaillé à la fois côté maîtrise d'ouvrage, donc pour conseiller les élus sur la gestion de leur patrimoine, pas que scolaire, mais j'ai également travaillé sur le volet patrimonial, valorisation d'un patrimoine moderne. Le coût d'investissement, c'est 25% du coût global qui va être porté par la collectivité tout au long de la vie d'un bâtiment. Donc ça, c'est une première notion qu'on essaye de faire passer, de sensibiliser nos élus pour que peut-être ils donnent un peu plus de marge sur la partie investissement pour réduire finalement l'impact sur les générations futures. On essaye aussi de sensibiliser les maires sur l'importance de la phase de diagnostic pour prendre les bonnes décisions. Il faut savoir de quoi on part, les potentialités de l'existant, son coût de réhabilitation, sa capacité de s'adapter à de nouveaux usages, et l'équation financière à laquelle on ajoute le coût des énergies. Et notre rôle aussi d'architecte côté maîtrise d'ouvrage, dans nos rôles de conseil, c'est d'aller expliquer qu'il y a des choix draconiens à faire. On construit des écoles et évidemment on rénove. Pour nous, l'idéal c'est quoi? C'est d'avoir le maximum d'instruments disponibles et le maximum de simplicité dans l'utilisation de ces instruments. La sécurité juridique l'emporte sur le risque. Il faut, si possible, laisser la possibilité aux maires de choisir les instruments. Il faut simplifier au maximum les règles d'utilisation de ces instruments. Les architectes sont au cœur de cette notion d'intelligence collective parce qu'ils ont autour d'eux une équipe de maîtrise d'œuvre qui fait appel aujourd'hui à des compétences de plus en plus variées. Les architectes ne travaillent plus seuls. Ils ont ouvert leur champ de compétences aux paysagistes, aux urbanistes, aux sociologues, aux naturalistes. C'est ça qui fait le regard très particulier la préciosité du regard de l'architecte. On peut très bien, en respectant des règles de base, créer cette discussion entre le maire et l'architecte et éclairer un certain nombre de sujets d'investissement ou de rénovation grâce à cette discussion. Quelques mots quand même sur la situation de l'habitat indigne en France. Mots que nous partageons avec Michel Lutz, ma collègue de Mulhouse. On a essayé aussi d'aller rencontrer de nombreux acteurs, actrices de la lutte contre l'habitat indigne. L'habitat indigne, c'est 400 000 logements en France métropolitaine. C'est 100 000 logements dans les Outre-mer qu'il faut rajouter. Toute la philosophie de notre rapport, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les outils de la puissance publique, mais aussi les outils de prévention pour finalement ne pas arriver au bout de la chaîne
chaîne qu'on connaît, à savoir des immeubles qui sont tellement dégradés que les conditions de vie sont tellement indignes qu'elles mettent en danger la santé des habitants qui les occupent et que la solution pour en sortir passe par la démolition pure et simple et de rebâtir quelque chose de neuf. Aujourd'hui, nous avons des outils de puissance publique qui sont très adaptés pour les situations catastrophiques. Donc la première proposition, c'est de créer un outil d'expropriation dédié à l'habitat indigne qui viserait à intervenir beaucoup plus tôt dans la chaîne. Aujourd'hui, et ça c'est un problème moral dans notre pays, les marchands de sommeil s'enrichissent, y compris avec de l'argent public. La rétrocession à l'euro symbolique des biens confisqués par l'État sur les marchands de sommeil au bénéfice des projets urbains, renforcer l'ingénierie de la lutte contre l'habitat indigne, à la fois pour les collectivités en termes de financement, notamment dans les syndics. Et enfin, de mettre un énorme coup d'ambition autour de la question des travaux d'office. Il faut qu'on ait un mécanisme de garantie avec l'État beaucoup plus pérenne qui nous permette, sur les travaux de sécurité, de mise en sécurité, de pouvoir bénéficier de financement de l'ANA, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et sur les travaux d'office d'amélioration, d'avoir un système d'avance qui permette de ne pas emboliser les finances des communes. Je vais vous parler peut-être des propositions qui concernent la facilitation des interventions des différents acteurs. C'est vrai que l'idée, ça serait aussi de trouver des moyens pour faire mieux, en amont, le plus en amont possible. On a réfléchi à une solution peut-être qui pourrait être un syndic de copropriété à caractère public. Une idée qui a germé très vite, c'est le diagnostic global et complet que nous imaginions pouvoir se réaliser à peu près tous les 10 ans. Améliorer aussi les dispositifs de préfinancement des aides publiques et du reste à charge. Un autre dispositif, il s'agit d'élargir le dispositif de Normandie. Ce dispositif est relié aux travaux de réhabilitation jusqu'en 2030. Et l'idée, c'est de trouver vraiment quelque chose, je dirais une épine dorsale majeure, avec des moyens cohérents, des codes cohérents qu'on peut appliquer. La nécessité de conforter le permis de louer, Michel l'évoquait, en incluant dedans la question d'un contrôle technique du logement, à la fois du logement par rapport à la décence, mais aussi de l'immeuble pour éviter les situations d'effondrement que l'on a connues. Et là, c'est un vrai rôle pour les architectes. On a besoin de ce contrat de confiance entre des copros et des hommes et des femmes de l'art qui sont en capacité de repérer, une fois tous les 10 ans, et peut-être seulement au bout de 30 ans de vie d'un immeuble, j'en sais rien. Enfin, là, les choses, elles doivent finir d'être précisées, mais ça, pour éviter cette mécanique des effondrements, ça nous apparaît crucial.